Alors, concernant l'autonomie financière, oui, il y a une confusion complète. Monsieur le député, vous me disiez qu'en 1952, la Cour des comptes avait fait un rapport. Je le connais bien, ce rapport. Non, mais il faut dire que je ne l'ai pas pris comme un piège. Mais la confusion complète que je trouve chez des politologues et chez des économistes, c'est qu'ils confondent la responsabilité qu'avaient les partenaires sociaux pour la gestion administrative des caisses et pour l'action sanitaire et sociale, c'est-à-dire rien d'un point de vue financier, pour ce qui est de l'équilibre des risques, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les prestations et les recettes, c'est l'État, et ça a toujours été l'État, qui décidait. Il suffit de lire les textes. Et ça, il suffit de lire les ordonnances de 1945. Il suffit, avant, de lire les lois de 1928-1930. C'est toujours l'État qui a décidé en la matière. L'idée que les partenaires sociaux auraient eu un pouvoir de gestion financière des régimes et que l'État, notamment gaulliste, ait ôté ses prérogatives aux partenaires sociaux en se substituant à eux, est un mensonge historique juridique. Alors évidemment, les collègues qui soutiennent cela ne sont pas des menteurs. Ils se trompent simplement lorsqu'ils lisent les textes. Alors un collègue m'a répondu « je m'en tiens au discours syndical ». Bon, évidemment, si on s'en tient au discours, on n'avancera pas. C'est conviction contre conviction. Mais allons au texte, lisons les textes, ils sont disponibles. On s'aperçoit, c'est dans les ordonnances. Donc en réalité, ce que le général, sous la Ve République, il a fait, il y a eu deux réformes importantes. Décret de 60, qui a retiré aux partenaires sociaux la gestion administrative des caisses en réalité. C'est là que les directeurs des caisses ont été responsables de la gestion du personnel, pour une raison simple. On savait parfaitement que les conseils d'administration étaient à dominante syndicale, que les syndicats, chaque syndicat avait sa niche, la CFTC, la famille, la CGT, etc. Et je ne leur renvoie pas la pierre. Mais qu'est-ce qui se passait? Évidemment, ils avaient une politique de gestion du personnel généreuse. Et où les agents qui étaient embauchés étaient évidemment dans l'esprit des membres du conseil d'administration qui étaient majoritaires. Ce n'est pas un jugement moral que je porte. Bon. Simplement, les pouvoirs publics ont dit non, il faut professionnaliser la gestion administrative. Donc on l'a enlevé. La gestion de l'action sanitaire et sociale, on a dit c'est de la compétence d'abord du représentant de l'État, de la Caisse nationale qui va encadrer ça. Mais c'est l'épaisseur du trait, ce n'est rien. Pour ce qui est des prestations, et des recettes et des dépenses, c'est toujours l'État qui décidait. La confusion sur les ordonnances Jeannette 67 est complète, parce que les ordonnances de 67 visaient à responsabiliser les partenaires sociaux. Et elles ont confié à la CNAM, au conseil d'administration, là où siégeaient les partenaires sociaux, de façon paritaire, puisqu'on avait remis en cause l'avantage accordé aux syndicats, la possibilité ou d'augmenter les cotisations ou de baisser les prestations. Bien évidemment, les partenaires sociaux ne sont pas précipités pour utiliser ces prérogatives. Donc, ils n'ont jamais pris de décision ces décisions. Je ne vais pas leur envoyer la pierre, hein, je n'ai pas un jugement moral sur la question. Mais il ne faut pas... l'histoire qu'on nous raconte est exactement le contraire des faits. Voilà tout ce que je voulais dire. Alors maintenant... Il n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il y a dans certains régimes, et notamment il y avait le régime agricole, qui pouvait, dans les conseils d'administration, pouvaient décider de taux de cotisation supplémentaires pour notamment leur gestion. Alors malheureusement, je suis un peu à l'origine de la suppression de cette prérogative, parce que j'ai fait un rapport pour la Cour des comptes sur le sujet, parce qu'on était dans une situation un peu bizarre, où il y avait des caisses qui se constituaient des réserves très importantes, parce que les agriculteurs géraient très bien leurs caisses. Mais le problème, c'est que l'État et les autres régimes versaient, et c'est tout à fait normal, des subventions d'équilibre à la MSA. Et la logique a voulu qu'on remonte les réserves de ces caisses de MSA au plan national. Évidemment, elles l'ont mal vécu au plan local. Bon, dans le régime de l'Alsace-Moselle, il y a des prérogatives particulières. Donc je ne dis pas que le système ne permet pas une certaine liberté, mais parler d'autonomie financière de la sécurité sociale, c'est un non-sens.
C'est l'État qui décide. Ah, en revanche, la création des lois de financement de la sécurité sociale, c'est ce que j'explique dans le papier, a créé, pour le coup, a constitutionnalisé la distinction entre les finances de la sécurité sociale et les finances de l'État. Et là, ça a été un progrès considérable. Et donc, ceux qui se plaignaient d'une intervention de l'État auraient dû se féliciter de cette création-là. On a en quelque sorte sanctuarisé la sécurité sociale à côté de l'État. C'est un paradoxe historique, parce que ceux qui défendaient, je pense aux forces de gauche, qui défendaient la nécessité de protéger la protection sociale du risque de détournement des fonds de la sécurité sociale par l'État à d'autres fins tout aussi vertueuses, mais qui n'étaient pas sociales, auraient dû se féliciter de cette création, de voter contre. Bon, après, ils s'y sont ralliés parce qu'ils ont utilisé les lois de financement, comme il se doit. Bien, donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une autonomie financière, au sens qu'il y a une loi financière particulière par rapport à celle-là. Enfin, dernier élément, depuis l'origine, les organismes de sécurité sociale ont des circuits financiers propres. Il se trouve que la banque de la sécurité sociale, ce n'est pas la COS, comme les journaux l'écrivent souvent, c'est la Caisse des dépôts et consignations. La COS étant le trésorier du principal régime, le régime général. Or, ce circuit financier propre est important, parce que c'était un des éléments qui permettait d'affecter les recettes de la sécurité sociale aux dépenses. Parce qu'il y a là un point très important qui distingue la sécurité sociale de l'État à l'origine, et je propose de le remettre en cause pour une partie des prestations. C'est le principe d'affectation des recettes aux dépenses, pour ce qui est de la sécurité sociale, qui est le principe inverse de celui qui vaut pour l'État. Alors, je ne sais pas si vous m'autorisez à l'expliquer ou si vous préférez vous... Bon, alors... Concernant l'État, il y a un principe de non-affectation de telle recette particulière de l'État à la dépense. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lien de nature entre tel impôt et telle dépense. D'autre part, si on faisait une affectation, on se retrouverait dans une situation où, par exemple, si on affectait l'impôt sur le revenu à l'éducation nationale, ça serait insuffisant, on aurait un déficit. Alors, et si on affectait la TVA à la défense nationale, on aurait un excédent. Donc, bien évidemment, que fait-on ? Vous le savez, vous votez le budget. On fait masse de l'ensemble des recettes de l'État, et après, vous décidez de quelle partie va à telle ou telle dépense. Bien, ça, c'est l'État, et c'est tout à fait cohérent. Du côté de la sécurité sociale, c'est le principe exactement inverse qui a prévalu au départ. C'est le principe de l'affectation d'une recette et d'une dépense. Pourquoi ? C'est le principe assurantiel. On distingue plusieurs types de risques et on détermine des cotisations qui doivent couvrir chacun des risques. La sécurité sociale a été conçue comme une assurance du revenu professionnel, d'où le terme d'assurance sociale 1928-1930, qu'on retrouve dans les ordonnances de 1945. Il n'y a pas eu de rupture de ce point de vue-là. Ça n'a pas été la révolution que l'on nous dit, que l'on nous chante. C'est faux, il y a une très grande continuité en réalité. Et si on regarde le Code de la sécurité sociale aujourd'hui, on retrouve le terme d'assurance sociale. Et il n'est pas là par hasard. Parce qu'il y avait l'idée que telle cotisation devait servir à financer telle autre. Et ce principe d'affectation a été vu par les partenaires sociaux comme une garantie. On avait la certitude que des prélèvements obligatoires allaient servir à satisfaire des besoins sociaux. Alors simplement, on le faisait branche par branche, parce qu'on était dans une logique d'assurance du revenu professionnel. Ce qu'il faut comprendre, pardonnez-moi, je ne vous fais pas la leçon, hein, mais j'explique simplement. L'assurance maladie a été conçue comme l'assurance retraite. Au départ, l'assurance maladie, ça finance des indemnités journalières. Le reste, les dépenses de santé, c'est pris en charge par l'hôpital public, qui à l'époque n'était pas financé par l'assurance maladie dans les années 30. Par la suite, en 1945, on reproduit le mécanisme, alors que la sécurité sociale doit financer les séjours hospitaliers. Et là, l'assurance maladie change de nature. Elle passe d'assurance du revenu professionnel à assurance santé. Aujourd'hui, plus de 90% de la dépense de l'assurance maladie n'est plus une assurance du revenu professionnel. Ce sont des dépenses de soins. Il n'y a que 10% à peu près des dépenses de la branche maladie qui sont des dépenses d'indemnité journalière. Donc, la nature du risque a changé. Alors que pour l'assurance vieillesse, on reste sur ce principe-là. Or, on a fait perdurer, alors que l'assurance changeait de nature, le système changeait de nature, on a fait perdurer ce principe d'affectation de la recette à la dépense.
Et on a même, par la réforme de 2005, consacré un principe que j'avais défendu dans un article, à savoir mettre dans la loi de financement les recettes en face de dépenses de chacune des branches. Alors que dans la première version de la loi organique, celle de 87, ce n'était pas prévu. Le champ des recettes et des dépenses ne l'était pas. Donc on l'a présenté. Et depuis, on continue dans les lois de financement à gérer les branches par les soldes. C'est notamment ce que défend Dominique Libault comme président du Haut Conseil du financement. Ce système-là a des vertus, parce qu'on peut dire telle branche est en déséquilibre, donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Mais ce que je viens à dire aujourd'hui, c'est que cette présentation de solde de branche n'a plus aucune signification pour les branches de solidarité nationale. L'assurance maladie n'est plus une assurance du revenu professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui affecte des recettes fiscales. Et quand on regarde le tableau qui vous est remis dans le projet de loi de financement, il n'y a que celui qui l'a conçu qui le comprend. Et on veut espérer qu'il le comprenne. Donc vous votez sans savoir ce que vous... Pardonnez-moi, hein, ne le prenez pas mal. Mais vous votez sans savoir ce que vous votez. Parce que cette présentation-là se fait de la manière suivante. On veut minorer tel déficit, telle branche, donc on décide d'affecter quart de point de CSG, de telle taxe, le produit de telle branche, etc., etc. Donc on fait un processus inverse de la logique. Donc ce que je suggère depuis quelques années, c'est de remettre en cause ce principe d'affectation de la recette à la dépense pour les branches de solidarité nationale, l'assurance maladie, la dépendance, et de l'autre côté, en revanche, conserver une logique de branche pour ce qui est de l'assurance du revenu professionnel, la retraite notamment, et l'assurance chômage. Pour quelle raison? Pourquoi c'est important? Parce que les prestations de l'assurance retraite et de l'assurance chômage restent relativement proportionnées aux revenus perdus. Et ça, c'est ce qui les distingue très profondément des autres. Et c'est la distinction très simple qui prévaut depuis longtemps. Pierre Bérégovoy l'avait énoncé au début des années 80. Michel Rocard l'avait consacré par la réforme en créant la CSG. C'est la distinction entre la solidarité dans le champ de la protection sociale et l'assurance du revenu professionnel. Je crois cette distinction valide. Et je pense simplement qu'il faut en tirer les conséquences. Enfin, dernière chose, si on suit ce raisonnement-là, l'existence de la CADES n'a aucun sens aujourd'hui. Alors, vous m'avez posé une question, monsieur le député, concernant les modalités de refinancement de la dette. Alors, évidemment, on peut avoir un jugement moral en disant on est dépendant de prêteurs qui font de l'argent dessus. Bon. Oui, mais enfin, c'est quand même un peu notre faute si c'est en déficit. Bon, donc... à partir de là, quand on cherche des gens pour nous prêter, on ne peut quand même pas leur en vouloir de nous prêter de l'argent. Et évidemment, on ne peut pas leur en vouloir de chercher à avoir des intérêts, de faire du bénéfice. Alors, on a créé la CADES. La spécificité de la CADES par rapport à la dette publique, à l'exception de la caisse de la dette publique qui joue un rôle tout à fait mineur, c'est que l'État roule sa dette, c'est-à-dire qu'il ne rembourse pas, il n'amortit pas, il ne rembourse pas le capital, il réemprunte pour rembourser un emprunt précédent, en espérant que le taux de nouvel emprunt soit inférieur au précédent, ou égal. Malheureusement, je le dis avec le sourire, mais j'en suis attristé, la remontée des taux fait que l'État va devoir dépenser plus encore en intérêt. Mais il ne remboursera pas son capital. En revanche, la CADES a été conçue pour rembourser le capital également. C'était ça la spécificité de la CADES. C'était ça l'objectif de l'affaire. Et on devait éteindre, et à ce moment-là, en 1996, on disait, voilà, on prélève pendant une courte période la CRDS, qui est affectée à la CADES, et la dette sera éteinte, et elle ne reviendra pas. Comment ne reviendra-t-elle pas? Grâce à la réforme constitutionnelle, puisqu'il était prévu que dans la Constitution, les lois de financement devaient déterminer les conditions générales de l'équilibre financier. Alors, le paradoxe de l'affaire, et on en vient sur le terrain juridique du Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel a élevé au niveau de l'exigence constitutionnelle le principe de l'équilibre financier. Objectif. C'est différent. Oui. Or, oui, pardon, mais excusez-moi, mais d'un côté, il fait ça, ce qu'on ne lui demandait pas. Et on se demande où est-elle cherchée. Il faudra lire les débats de l'époque. À mon avis, il y a une confusion. La disposition constitutionnelle détermine les conditions générales de l'équilibre financier. Lui traduit ça en disant équilibre financier. Fort bien. Mais quelle conclusion en tire-t-il? Aucune. Puisque dans la loi de financement de la sécurité sociale, la première, pour 1997,
Il autorise le Parlement à voter une autorisation d'emprunt au profit de l'ACOS qui correspond non pas à un déficit de trésorerie, déficit intra-annuel, mais un déficit d'endettement, enfin un endettement, c'est-à-dire à emprunter, c'est-à-dire à constituer une dette. Donc dans un temps, il consacre en principe qu'on ne lui avait pas demandé, et de l'autre côté, il laisse passer une autorisation qui est contraire à la loi organique, à l'application de laquelle il devrait veiller, puisque la loi organique parle de ressources, d'autoriser les régimes à recourir à des recettes non permanentes pour financer des besoins de trésorerie. Or, les besoins de trésorerie, ce sont des besoins infra-annuels, lorsque les recettes, le rythme des recettes et des dépenses ne coïncident pas pour financer des besoins de financement. Donc il y a une incohérence manifeste. Alors je l'ai écrit très longtemps, mais je suis payé pour ça, hein, et il se trouve que la Cour des comptes, dans plusieurs rapports, a dit qu'il fallait en revenir, comme j'avais écrit auparavant, qu'il fallait en revenir à une définition stricte, à une application stricte de la loi organique. Là, le verrouillage pourrait fonctionner. Pardon d'avoir été aussi long. Merci pour ces réponses.